Bonjour à tous, la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants est commémorée aujourd'hui. Le thème cette année, éliminer le travail des enfants dans les chaînes de production, c'est l'affaire de tous. Le message du gouvernement ivoirien dans ce journal. Lutte contre la vie chère et le chômage, une convention de coopération a été signée pour la production de manioc et ses dérivés dans la région du Bélier. Une enveloppe de 100 millions de nos francs est octroyée par le district autonome d'Abidjan. Au Nigeria, Boko Haram a égorgé 4 femmes dans un village. Elles auraient délibérément été visées, soit parce que leur mari avait refusé de rejoindre leur rang, soit parce que Boko Haram soupçonnait ces hommes de renseigner les autorités. Nous sommes dimanche 12 juin. Bienvenue à tous dans ce journal. Merci de nous suivre sur RTI 1. Pénurie des denrées alimentaires sur les marchés, quelle solution? C'est à cette question que le magazine du dimanche est consacré aujourd'hui. On note depuis fin janvier que les marchés ne sont plus régulièrement approvisionnés, à cause notamment de perturbations climatiques marquées par la sécheresse dans les zones de forte production. Madame Yaba Grace est avec nous pour en parler. Elle est directrice générale adjointe de la Fédération des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Yaba. Bonjour Madame Fofana. Alors nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes, le temps de faire le point de l'actualité. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Chaque 12 juin, l'Organisation internationale du travail OIT sensibilise l'opinion publique. La journée est consacrée cette année au travail des enfants dans les chaînes de production, de l'agriculture à l'industrie en passant par les services et la construction. Le message du gouvernement ivoirien avec Éric Goré. 168 millions d'enfants dans le monde sont toujours en situation de travail et d'exploitation. En Côte d'Ivoire, ce phénomène existe et le gouvernement ivoirien est à l'œuvre pour réduire considérablement le taux de ce fléau par les actions de sensibilisation. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans une approche participative avec l'ensemble des partenaires sociaux, déploie constamment des efforts visant à ériger progressivement un système plus complet et plus efficace de protection sociale, tout en priorisant des mesures et programmes qui réduisent la vulnérabilité des couches les plus à risque. À cette occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants qui a lieu ce 12 juin, les autorités ivoiriennes invitent les personnes qui exploitent ces enfants à la retenue. Je saisis l'occasion de cette célébration pour lancer un appel à tous. Agriculteurs, artisans, transporteurs, entrepreneurs, patrons de petites unités industrielles et particuliers, à faire preuve de vigilance afin de s'assurer que leur chaîne d'approvisionnement et de production soit libre du travail des enfants, faute de quoi elles risquent de voir leur réputation ruinée et leurs affaires sérieusement compromises. Cette année, le thème de la célébration de la journée mondiale contre le travail des enfants est « Éliminer le travail des enfants dans la chaîne de production ». C'est l'affaire de tous. En France, un colloque sur la culture et l'économie africaine vient de se tenir. La Côte d'Ivoire y était représentée par la ministre de la Communication. Afoussiata Bamba Lamine a animé un panel. Elle s'est prononcée sur la préservation de nos valeurs culturelles, force de l'unité, source de développement. Franck Quadio. À Bordeaux, un colloque pour explorer les potentialités du continent africain à capitaliser les ressources pour la Fondation Prospective et Innovation FPI, qui initie depuis 4 ans les bonnes nouvelles d'Afrique, veut se poser en agitateur de compétences pour ouvrir plusieurs champs de réflexion. Culture et économie, thème évocateur. Pour Bamba Afoussiata Lamine, ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, panéliste, la base de tout développement continental, c'est être conscient de sa diversité culturelle. L'Afrique n'est pas une, il y a plusieurs pays en Afrique, il y a plusieurs traditions dans chacun des pays qui constituent le continent africain et ces traditions arrivent à coexister. Donc c'est pour vous dire que nous sommes certes différents, mais nous sommes aussi semblables dans la façon de vivre, dans la façon de regarder l'autre. Et ça, il ne faut pas que nous puissions le perdre. Un décor de planter, surtout que
Aujourd'hui, on a un vrai effort à faire en termes gouvernemental et étatique, parce qu'il faut protéger la culture, il faut protéger le patrimoine, il faut donner des armes à nos enfants pour se construire et pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. L'objectif, sûrement l'émergence, puis le développement. Cela demande de revoir plusieurs systèmes de gouvernance, la gestion des générations futures toujours en ligne de mire. 60% des jeunes constituent la population africaine. Il faut en tenir compte pour ne pas que ce ne soit pas un élément de blocage, mais plutôt un élément qui soit moteur justement de développement humain, moteur de développement économique de nos pays, par la formation qualifiante en l'adaptant aux besoins de chacune de nos économies. Comme quoi, l'économie, même à l'échelle continentale, ne se relance qu'à partir d'indicateurs simples et à Bordeaux, les propositions n'ont pas manqué. On a encore des parties entières du continent qui sont dans la misère, sans énergie, sans eau. Tout ça est évident. Mais le fait nouveau, c'est qu'il y a une certaine confiance dans le fait que depuis une dizaine d'années, la situation s'améliore. Est-ce que l'émergence est possible en Afrique, chacun avec son plan émergent? Ou est-ce que l'émergence doit être une stratégie globale pour la région, chacun le déclinant à sa manière dans son pays? Donc la démarche, à mon avis, devrait être plutôt l'approche régionale et déclinaison nationale, plutôt que déclinaison nationale sans discours sur la région. L'intégration comme solution fiable, l'Afrique est sur la bonne voie. La Fondation Prospective et Innovation, présidée par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, entend multiplier les tribunes pour affiner la question. Notons que le colloque Culture et Économie de Bordeaux, débuté le 7 juin, a duré 3 jours. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Habitat et du Logement social prend des mesures afin de relancer le programme présidentiel des logements sociaux. Le ministre Niamien Konan a rencontré les promoteurs pour faire le bilan de l'opération lancée il y a déjà 3 ans. Il leur a annoncé que l'État va racheter des logements sociaux et économiques et les revendre aux bénéficiaires. Aurélia Droukoula et Serge Coléa. 4 ans après le lancement du programme présidentiel de logements sociaux, Niamien Konan jette un regard critique sur l'opération. À ce jour, note le ministre, les promoteurs immobiliers sont loin du total de 150 000 logements sociaux prévus à l'horizon 2020. Il ajoute que certains opérateurs ont vendu plus de maisons qu'ils n'en ont construites. Face aux opérateurs immobiliers, une quarantaine au total, le ministre de l'Habitat et du Logement social a déclaré que des maisons ont même été vendues à des personnes autres que les souscripteurs préalablement enregistrés. Le constat que nous avons fait, c'est que le gouvernement ne contrôle pas effectivement le programme, puisque les logements sont vendus quelquefois à des gens qui ont beaucoup de moyens, qui viennent, qui achètent, qui ont du cash, qui achètent 4 logements. Alors qu'il y a des gens pour lesquels le gouvernement a initié ce programme, qui attendent d'avoir un logement. L'État de Côte d'Ivoire reprend véritablement la main dans l'exécution de ce programme. Le gouvernement, a-t-il indiqué, va racheter les constructions réalisées selon les normes et les revendre lui-même. Pour les promoteurs immobiliers, cette décision va remettre de l'ordre dans le secteur. Elle permettra surtout d'insuffler une nouvelle dynamique à ce programme présidentiel. La position que vient de prendre M. le ministre participe à la construction des programmes du président de la République, à l'amélioration systématique des programmes du président de la République. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il peut avoir des difficultés dans sa mise en application, dans son cheminement, mais tout le monde est conscient qu'il faut lever les obstacles et qu'il faut avancer. Le ministre Niamien Konan a également annoncé qu'il proposera au gouvernement un fonds de garantie pour le crédit acquéreur afin d'aider beaucoup d'Ivoiriens à avoir accès au logement. La Côte d'Ivoire doit poursuivre les réformes pour maintenir sa forte croissance et surtout s'orienter vers l'industrialisation. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les étudiants de l'université d'Abidjan et Théophile Awa Undoli, directeur de cabinet du Premier ministre. Le reportage de Lonsine Bakayoko est commenté par Francis Wafo. L'émergence est le résultat de la mise en œuvre d'un ensemble cohérent de réformes structurelles et sectorielles de grande envergure. Nous avons en moyenne 9% depuis 2012. C'est extrêmement important. La Côte d'Ivoire, candidate à l'émergence, est sur la bonne voie, des performances mais aussi des défis. Il faut une croissance économique forte et durable. Au niveau des investissements,
il faut que vous gardiez des investissements élevés. Et il faut réaliser un transfert massif de main-d'œuvre vers les secteurs, j'allais dire, modernes. Aujourd'hui, il est question pour la Côte d'Ivoire de tirer parti des nouvelles technologies, d'accélérer son industrialisation et surtout de mettre au cœur de sa politique économique la bonne gouvernance ainsi que la reddition des comptes. Il y a le renforcement de la qualité des institutions. Parce que l'émergence, ce n'est pas seulement en termes économiques, croissance et autres. Tout cela doit s'accompagner de la disponibilité des financements. Une interpellation aux banques ivoiriennes. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste forme les acteurs du monde des télécommunications pour éviter toute attaque via Internet. Il s'agit pour les auditeurs d'acquérir les outils pour la gestion de données et leur sécurité afin que les entreprises ivoiriennes évoluent dans un environnement totalement sécurisé. Francis Boifo. Pour parer aux attaques récurrentes de cybercriminels, tout système d'information doit être organisé, finalisé, construit, animé et contrôlé. C'est donc un moyen d'optimisation de la performance de l'entreprise. C'est l'intérêt de cette formation initiée par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Je vais essayer d'encadrer les différents auditeurs pour pouvoir implémenter dans leur société la 27001, qui est une norme de sécurité informatique. Cette norme de sécurité est une exigence pour toutes les structures, à savoir les entreprises commerciales, les ONG et les administrations. L'État peut prendre toute disposition pour assurer la sécurité des réseaux et des systèmes d'information au plan général, mais si les entreprises qui construisent des terminaisons de ces réseaux ne prennent pas de dispositions, c'est l'économie nationale qui est exposée. Les acteurs du monde des télécommunications des secteurs privés et publics saluent cette formation dont le but principal est de lutter contre toute attaque à partir des TIC. Ce séminaire vient à point nommé pour nous les entreprises télécoms, donc pour pouvoir mieux sécuriser tout ce qui est donné à caractère personnel et tout ce qui est donné des abonnés. Pour une meilleure protection des biens et des personnes, le gouvernement ivoirien multiplie les réflexions et actions sur le terrain. Les journées mathématiques de Côte d'Ivoire, une idée de la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour faire la promotion de cette filière scientifique. À travers des conférences publiques et exposés, il s'agit de donner le goût des mathématiques à la jeunesse. Mamadou Kwasi. Je vais mettre combien de cailloux? Très bien, je vais mettre 3 cailloux. J'enlève un caillou. Pourquoi? J'ai déjà pris le caillou. Jeu éducatif basé sur les mathématiques, destiné aux enfants de la maternelle. Une façon pour le centre de protection de la petite enfance de Cocody de susciter le goût des mathématiques dès le bas âge. La logique, mais c'est surtout la mémorisation. Il faut que l'enfant mémorise que dans un trou, il y a un seul caillou. Et que chaque fois qu'on revient, qu'on a enlevé le caillou, il doit mémoriser que le caillou est déjà parti. Des jeux présentés aux Journées des mathématiques de Côte d'Ivoire. Une journée portant sur le rôle des mathématiques pour une accession rapide à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une activité pour faire la promotion des mathématiques, car cette science joue un rôle essentiel dans le vécu des populations. Cette année, nous avons choisi pour thème mathématiques et émergence de la Côte d'Ivoire pour montrer qu'à condition de former correctement un certain nombre de personnes, la Côte d'Ivoire pourra émerger. Cette initiative de la Société des mathématiques de Côte d'Ivoire est saluée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bakaye Koli Ramata invite la jeunesse ivoirienne à s'approprier les mathématiques pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Au cours de ces journées de mathématiques, les élèves, les étudiants, les enseignants et les chercheurs vont échanger sur les opportunités qu'offre cette matière. Des conférences publiques et exposées vont meubler ces 2 jours d'activité. Même objectif pour l'Université internationale de Grand Bassam. Elle fait la promotion des sciences et des technologies chez les jeunes filles. Une journée a été dédiée à la science, avec au menu la présentation de travaux réalisés par des filles dans le cadre du projet Les filles dans la science et la technologie. Et c'est un reportage signé Moussa Konaté. Du papier fabriqué avec le tronc d'un bananier, de l'huile obtenue à l'aide du jatropha, du savon liquide et bien d'autres. Des travaux réalisés par ces jeunes filles présentés au public à la journée de la science initiée par l'Université internationale de Grand Bassam.
L'activité soutenue par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire vise à promouvoir la science et la technologie chez les filles. Nous avons créé des programmes d'encouragement des jeunes filles pour leur permettre de participer effectivement à la construction de la nation ivoirienne. Dans une économie qui est de plus en plus mondialisée, où les sciences sont tellement importantes, il faut que les jeunes femmes, les jeunes filles, les femmes participent dans cette révolution. En Côte d'Ivoire, très peu de filles poursuivent les études supérieures dans les filières scientifiques. Les actions pour encourager les filles à embrasser ces domaines sont donc bien accueillies. Au plan des statistiques, on voit que dans les filières scientifiques, il y a à peu près 20% au niveau du bac et ça se poursuit au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons effectivement à peu près le même taux. Les femmes sont tout à fait capables d'être aussi compétentes que les hommes dans le domaine des sciences et de la technologie. L'Université internationale de Grand Bassam s'est dotée d'un bâtiment entièrement dédié à la science, à la technologie, à l'ingénierie et les mathématiques. L'édifice est prêt à accueillir des jeunes filles passionnées de la science. Jour J-2 pour les candidats au CEPE et à l'entrée en 6e session 2016. L'enseignement primaire de Tabou a décidé de boucler la période de préparation par un jeu concours. Dénommé concours de crack, il vient permettre aux enfants d'apprendre de façon ludique. Blé Bamba et Chantal Akandan. Fruits. Avocat. Animal. Agouti. Ce concours de crack a opposé 27 établissements primaires de Tabou. Les élèves ont compéti sur des questions de cours portant généralement sur l'histoire, la géographie, les sciences, la flore et la faune. Des thèmes sur la maladie à virus Ebola, le sida, la tuberculose et l'échec scolaire ont été abordés. Au terme de la compétition, ce sont les cracks de l'EPP Seweke qui remportent la victoire. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Tabou, Jean-Marie Nguesson, a indiqué qu'en pédagogie, le jeu est un des meilleurs moyens d'apprentissage. C'est pour cette raison, dit-il, que les concours sont initiés en vue d'inculquer le goût du travail par la compétition, ce qui renforce davantage les capacités des enfants dans le cadre des préparatifs de l'entrée en 6e qui va se dérouler le 14 juin prochain. L'objectif visé est d'améliorer les résultats de l'entrée en 6e, qui était de 77,28% l'année dernière. Le 3e adjoint au maire de Tabou, Denis Kwame, a salué cette initiative de l'inspection de l'enseignement primaire de Tabou, qui, selon lui, va booster le développement intellectuel de l'enfant. Notons que l'inspection de l'enseignement primaire de Tabou a été créée en 1970. Elle compte 70 écoles, plus de 300 enseignants pour environ 14 000 élèves. Les élèves qui ne sont pas en classe d'examen, eux, connaissent déjà leurs résultats pour cette année scolaire. À Samatigila, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce sont 144 élèves qui ont été récompensés dans le cadre de la journée de l'excellence. Chantal Akandan. Ce sont plus de 144 élèves de Samatigila qui ont été primés au cours de la 3e édition de la journée d'excellence et du mérite. Une journée dont l'objectif est d'encourager les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes, a indiqué la présidente de l'ONG Foni Serré, initiatrice de cette journée. Kadi Touré Diaby a appelé les acteurs du système éducatif pour une sensibilisation plus accrue à l'endroit des enfants, afin d'éradiquer les grossesses en milieu scolaire. Soyons tous debout pour amener nos filles à l'école. Nous devons lutter contre les grossesses en milieu scolaire qui minent fortement nos lycées et collèges et qui constituent incontestablement une des causes majeures de l'échec scolaire de la jeune fille. Plus jamais de grossesse en milieu scolaire. Fatima Zarasso a exprimé la gratitude des bénéficiaires aux initiateurs. Au nom de ses camarades récipiendaires, elle a promis redoubler davantage d'efforts pour être toujours parmi les meilleurs. Même son de cloche du côté de la mairie de Samatigila, qui place la promotion de l'excellence et de la scolarisation de la jeune fille au cœur de sa politique. Cette politique,
s'est matérialisé par la réhabilitation du collège municipal et la réalisation des travaux de construction d'une 4e école primaire publique pour le bonheur des populations. Rendons-nous maintenant à Agnibilekro dans l'indénié Djoablan. Le collège catholique Notre-Dame de toute grâce célèbre ses 50 années d'existence. Les élèves, les anciens du collège et les autorités de la région ont célébré cet anniversaire symbolique. Roger Kwasi et Eugène Atoubé. 50 ans d'existence, 50 ans au service de l'école, 50 ans d'enseignement de qualité. Ceci pourrait être le slogan du collège catholique Notre-Dame de toute grâce d'Agnibilekro. Établissement qui aujourd'hui peut rendre hommage à tous les acteurs du système éducatif qui ont permis à cette école d'atteindre son âge d'or. Toujours le même rayonnement et la même notoriété. La politique d'excellence y est encore en vigueur et chaque année, les meilleurs élèves sont célébrés pour susciter chez les autres l'ardeur au travail. Car depuis la création du collège catholique Notre-Dame de toute grâce en 1965, les responsables de l'établissement ne cessent de tabler sur l'excellence et le mérite, des valeurs qu'ils perpétuent d'année en année. Nombreux sont les cadres et autorités de Côte d'Ivoire à être redevables au collège catholique d'Agnibilekro pour y avoir reçu formation et éducation. Parmi eux, la générale Akissi Kwame, première femme à intégrer les rangs de l'armée ivoirienne. Avec le temps, l'établissement au plan infrastructurel a perdu de sa superbe et l'attention des anciens et des bonnes volontés lui sera d'une grande utilité. C'est en substance la doléance formulée par Ouattara Émile, directeur du collège catholique d'Agnibilekro, au ministre Pascal Kwaku Abinan, parrain de la cérémonie. Le collège Notre-Dame de toute grâce veut continuer à rendre d'immenses services à l'école ivoirienne par une formation de qualité. La messe dite par Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, a donné l'occasion de porter les prières vers Dieu pour exaucer ce vœu. La maladie à virus Ebola ne constitue plus une urgence de santé publique de portée mondiale, et ce depuis fin mars 2016. Mais il reste important de maintenir un niveau de vigilance afin de riposter en cas de résurgence. La Côte d'Ivoire affiche toujours 0 cas. La prévention est renforcée sur l'ensemble des territoires des frontières ouest du pays. FPOE. Bien qu'à ce jour, aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire, le risque de résurgence de l'épidémie dans les pays frontaliers et de propagation à la Côte d'Ivoire demeure. Pour maintenir donc une veille sanitaire et accroître la capacité de résilience, l'ONG International Rescue Committee IRC lance le projet Maintien et renforcement de la prévention et de la réponse contre la maladie à virus Ebola le long des zones à risque de la frontière nord-ouest et sud-ouest de la Côte d'Ivoire. De plus en plus, nous allons aller vers l'ensemble des maladies à potentiel épidémique. Et donc, pour nous, il est utile, il est important de continuer donc cette sensibilisation-là. Des actions menées par IRC et ses partenaires dans les zones frontalières de l'Ouest, et ce depuis le déclenchement de l'épidémie. On peut citer entre autres la mise en place d'un centre de traitement Ebola à Man et de 4 centres de transit à Biankouman, Sipilou, Danane et Zouanounien, la formation du corps préfectoral des agents de santé et des relais communautaires, la mise en place de 85 comités de veille, la distribution de kits et autres matériels de prévention, l'appui apporté au comité régional de lutte contre Ebola dans les missions régulières aux postes frontaliers. Notons que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré le 29 mars 2016 la fin de l'urgence de santé publique de portée mondiale liée à Ebola en Afrique de l'Ouest. Et selon le dernier rapport de situation de l'OMS sur Ebola en date du 26 mai 2016, 28 616 cas confirmés, probables et suspects ont été notifiés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, dont 11 310 décès. Dans l'actualité judiciaire à Daloa, un nouveau coordonnateur de justice vient d'être installé au tribunal de première instance par le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire. Le tribunal de Daloa a reçu à cette occasion du matériel informatique. Philomène Kwame et Thérèse Yoboué. Jean-Marie Koné est le nouveau coordonnateur de justice près le tribunal de première instance de Daloa. Il aura la charge de la bonne gestion des activités judiciaires pour des services de qualité. Il s'agira d'assister
d'abord les autorités judiciaires pour une meilleure gestion de leurs activités quotidiennes. Former et informer la population du service de la justice, de leurs droits. Pour le chef du projet Pro-Justice, il s'agit de rétablir la confiance des populations envers la justice fortement fragilisée suite à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. La cérémonie a été marquée par la remise d'un important don de matériel informatique. Selon le président du tribunal de première instance, Désiré Pli, ce matériel permettra de faciliter la tâche aux autorités judiciaires dans leur gestion quotidienne. Il leur permettra également d'être plus dynamiques afin d'éviter les lenteurs dans la gestion des dossiers décriés par les usagers. Le contrôle fiscal est souvent mal perçu par les populations et la plupart du temps par manque d'informations. Alors, le docteur Edimou Frédéric Kassi a procédé à la dédicace de son livre. Il est intitulé « Le contrôle fiscal en Côte d'Ivoire » afin d'expliquer le bien fondé donc de ce contrôle fiscal aux populations. C'est un reportage de Baraki Sabamba et Eric Goré. Cérémonie de dédicace bien particulière, un cours magistral fait par l'auteur sur la fiscalité. Objectif, mieux faire comprendre à l'auditoire les droits et devoirs du contribuable. Dr Frédéric Kassi a ainsi développé le contenu de son livre intitulé « Le contrôle fiscal en Côte d'Ivoire ». Ce livre répond à ces trois objectifs-là, informer, mais aussi assurer ou participer à la promotion du civil fiscal et puis à l'amélioration des rapports entre l'administration et le contribuable. Le contrôle fiscal, un message bien assimilé par les particuliers, les chefs d'entreprise et les économistes présents à cette séance de dédicace. Nous savons que lorsqu'un contrôle est fait, nous avons aussi des recours lorsque nous ne sommes pas aussi contents ou du moins lorsque nous estimons que nous avons été lésés effectivement. Je pense que ce contrôle nous emmène nous-mêmes de nous remettre en cause afin d'aider aussi notre patrie. Parce que c'est suite à nos différentes déclarations et reversements d'impôts que l'économie évolue aussi. Le contrôle fiscal en Côte d'Ivoire est un livre de 317 pages. Il vise à renforcer le civisme fiscal et améliorer les relations entre l'administration et les citoyens. De religion avec la célébration de la fête des femmes des assemblées de Dieu de Cocody. Le thème pour cette manifestation, Père, que ton règne vienne en vue de la moisson. Grâce Kando. Père, que ton règne vienne en vue de la moisson. C'est le thème retenu lors de la célébration de la fête des ouvrières du Christ de l'église des assemblées de Dieu de Cocody. Ces femmes ont été appelées à beaucoup travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Elles sont conscientes de l'existence des obstacles auxquels elles devront faire face. Les ouvrières du Christ ne baissent pas pour autant les bras. Elles entendent s'appuyer sur leur Dieu pour rendre l'impossible possible. Les femmes des assemblées de Dieu de Cocody veulent accomplir la mission que leur a assignée Jésus-Christ, aller partout dans le monde et faire des nations des disciples. Au Nigeria, 4 femmes ont été égorgées dans un village du nord-est par des hommes de Boko Haram. Pendant que les habitants rompaient le jeûne du Ramadan, une quinzaine d'assaillants à moto ont sorti les 4 femmes âgées de 27 à 45 ans et leur ont tranché la gorge. Selon les témoignages des miliciens qui luttent contre Boko Haram, les assaillants auraient délibérément visé ces femmes, soit parce que leur mari avait refusé de rejoindre leur rang, soit parce que Boko Haram soupçonnait ces hommes de renseigner les autorités. Au moins 20 morts et 42 blessés. Une fusillade a éclaté cette nuit dans une boîte de nuit gay d'Orlando en Floride, aux États-Unis, suivie d'une prise d'otage et le tireur a finalement été tué par la police. En sport athlétisme, Muriel Auré établit un nouveau record. L'Ivoirienne a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres avec un chrono de 10,78 ce samedi en Floride. Et retour ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre la vie chère et le chômage, une signature de convention de coopération pour la production de manioc et ses dérivés dans la région du Bélier. Un protocole d'accord donc entre le district autonome d'Abidjan et le conseil régional du Bélier à hauteur de 100 millions de nos francs. Ouattara Amadou.
Pénurie d'un ticket sur les marchés en Côte d'Ivoire. Les solutions du district autonome d'Abidjan expérimentées à l'intérieur du pays. C'est la région du Bélier qui accueille le projet de mise en place de 200 hectares de champs de manioc. Ce projet vise à la fois la lutte contre le chômage et l'augmentation de la production de cette spéculation agricole. Nous avons compris que la région du Bélier et le district autonome d'Abidjan peuvent se compléter. Nous avons payé les 30 millions pour que la région du Bélier produise en grande quantité de manioc pour nourrir Abidjan. Ce sont 100 millions de francs CFA qui vont être investis dans le Bélier par le district autonome d'Abidjan. Il s'agira pour les coopératives bénéficiaires d'œuvrer pour la réussite de ce projet qui envisage de nourrir environ 7 millions de personnes. Monsieur le gouverneur, je peux vous rassurer. Je connais les parents de la région du Bélier. Quand ils s'engage à fond, il va y avoir beaucoup de manioc et ça va contribuer à baisser un peu le prix de la tchéquette. La multiplication des boutures sélectionnées de manioc est aussi prévue par le projet. 1 hectare de boutures de manioc est vendu à 100 000 francs CFA. Ravis de cette nouvelle, les coopératives s'engagent pour le succès et la pérennisation du projet. Nous sommes déjà organisés et le manioc qu'on le faisait à petite échelle, nous allons avec les moyens, avec l'apport du district, nous allons le faire à grande échelle. Pour le district autonome d'Abidjan, ce projet de production de manioc et de ses dérivés dans la région du Bélier est une autre manière de lutter contre la vie chère et permettre aux femmes et aux jeunes d'être financièrement autonomes. Vous l'avez sûrement constaté, depuis plusieurs mois déjà, certaines denrées alimentaires se font de plus en plus rares sur le marché. Dans le monde agricole, on évoque la sécheresse comme cause de cette pénurie. Mais quelle solution pour y mettre fin et surtout pour ne plus revivre cette situation dans les années à venir? Nous recevons dans le magazine de ce dimanche Yaba Grasse, DGA de la Fédération des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, également pilote du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Bonjour Madame Yaba. Bonjour Madame Fofana. Alors le constat est clair sur le marché, certains produits manquent. Comment cela se fait-il? Mais écoutez Madame Fofana, le constat est clair. On le fait comme vous toutes et vous tous d'ailleurs. Le constat est clair que sur les marchés, il y a de cela un mois, beaucoup de nos produits manquaient. Mais aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont en voie d'être résorbés. On n'a que la tomate qui manque un peu. Voilà, le gombo est revenu. L'aubergine suit et la tomate va être réglée d'ici peu. D'accord, avant de parler des solutions que vous avez mises et que vous continuez de mettre en œuvre, comment est-ce qu'on peut expliquer cette insuffisance sur les marchés? Écoutez, Madame Fofana, les raisons se multiplient. D'abord, elles sont des intempéries, parce que vous savez qu'on a été représenté à la COP21. Ce n'est pas le fait du hasard, parce que depuis les années 80, il faut souligner que le cumul pluviométrique est en dessous de la normale. Il y a plusieurs facteurs qui sont mis en cause, notamment évidemment les facteurs pluviométriques, comme je l'ai dit tantôt. Mais ce qu'il faut souligner aussi, il y a la déforestation. Il y a la culture intensive des produits de masse, on va dire les VA, etc. Et puis il y a surtout l'eau, qui est le facteur qui aujourd'hui, qu'on pourrait appeler en griffe, notre ennemi de la terre, mais qui en d'autres circonstances pourrait être le facteur bénéfique. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire, mais c'est quelque chose qui est en train d'être résorbé. Nous avons sur place des techniques qu'on est en train de mettre en place à l'effet de résorber cela, comme je vous le disais. D'accord, vous êtes déjà dans les solutions, mais avant de parler des solutions, vous avez évoqué des problèmes qui ne sont pas nouveaux. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu prévenir cela et puis empêcher donc la pénurie que nous connaissons actuellement? C'est vrai. Au-delà du fait que nous sommes sous le coup de ce fléau, il faut aussi souligner que nous travaillons, l'État travaille, et nous avec, à l'effet de trouver des solutions pour empêcher pareille situation. Mais à l'impossible, nous n'est tenu. Aujourd'hui, c'est un fait qui nous interpelle tous sur nos méthodes, nos techniques de travail. Donc, il faut maîtriser certains secteurs et on va y revenir tout à l'heure. C'est vrai qu'on aurait pu, on y travaillait, mais on va l'étendre à grande échelle pour que ces solutions soient déployées partout, dans les plus petits hameaux, avec le plus petit des cultivateurs, je dirais.
Alors parlons de l'étendre à grande échelle. On sait qu'en vue d'approvisionner les marchés de Côte d'Ivoire en produits vivriers, il est prévu la construction de plateformes de chargement et de déchargement de produits vivriers dans toutes les 31 régions du pays. Nous allons suivre ce reportage de Francis Boifo et se retrouver tout de suite après. Quand elle sera opérationnelle dans 2 ans sur ce site de 24 hectares, la plateforme de chargement et de déchargement des produits vivriers d'Atingué dans le département d'Anyama comprendra des équipements modernes répondant aux normes sanitaires et environnementales en matière de collecte, de groupage et de commercialisation de produits vivriers. Ce grand projet va faire que nos sachets noirs qu'on dépose sur le bord de goudron pour vendre les produits vivriers doivent cesser. Les produits qu'on doit prendre pour traiter, nos plants doivent changer à travers ce projet avec les produits bio. Ce projet va faire que 5000 jeunesses qui vont avoir du travail. D'un coût de réalisation de 150 milliards de francs CFA, le projet de construction de plateformes modernes de commercialisation de produits vivriers va s'étendre aux 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et cela a des avantages. Ça va accélérer la mise des produits sur le marché en quantité, en qualité et en compétitivité, c'est-à-dire en prix avantageux pour le consommateur. Sur le plan de la logistique, c'est un projet qui est lourd, qui est ambitieux, qui va prendre le temps de la construction sur l'ensemble du territoire national, mais les villes seront mieux approvisionnées. Le projet de plateforme initié par la FENACO-Vici bénéficie du soutien financier du Fonds pour l'accélération et le développement de l'agriculture FADA et de la Banque africaine de développement BAD. Il est également appuyé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, puisqu'il prend en compte la construction des unités de transformation de manioc, de maïs, de riz, de tomates et la culture à grande échelle de vivriers avec un système d'irrigation goutte à goutte. Voilà, cette plateforme est l'une des solutions que vous proposez. Vous allez nous en parler en détail avant de revenir sur les autres solutions. Merci Madame Fofana. Eh bien, vous avez suivi tout à l'heure avec nous le déploiement de ce projet appelé PAFSA, qui est le programme d'appui aux vivriers et à la sécurité alimentaire. Que vous pilotez d'ailleurs. Que je pilote, que j'ai l'honneur de piloter et qui a connu son démarrage effectif hier à Atingué, sur la plateforme d'Atingué, et qui va connaître son déploiement sur tout l'ensemble du territoire à partir de la semaine prochaine et qui pourra éventuellement résorber tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que ce projet s'appuie effectivement sur le système d'irrigation goutte à goutte. Le système d'irrigation goutte à goutte, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir créer des poches de rétention d'eau, de pouvoir garder l'eau dans la souche inférieure de la terre et de pouvoir approvisionner toutes les couches supérieures à l'effet de donner une meilleure production. Au-delà de l'engrais bio, qui fait partie de notre projet, il faudrait dire qu'il n'y a que le système goutte à goutte qui pourrait effectivement éradiquer ce fléau. On l'a vu dans certains pays, notamment en Chine où on était, tout en élaborant ce projet, où ils font de la rétention d'eau, où ils gardent de l'eau. Et lorsque, en pareille situation, vous voyez qu'on a des fautes, la Sodexam a annoncé des mesures qu'il faut adopter. On parle aussi de changement de mentalité, de comportement, tant bien au niveau de l'agriculteur qu'au niveau du consommateur. Donc, il faudrait pouvoir conserver l'eau pour que la terre soit toujours humide et qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Mais le projet PAFSA, de quoi s'agit-il? Alors, le projet PAFSA, c'est un programme d'appui à l'alimentaire, au panier de la ménagère, qui passe par la construction de plateformes, qui passe par des usines de transformation, parce qu'on parle de conservation, on parle de mécanisation de l'agriculture, mais on parle de nouvelles technologies qu'on intégrera dans ce programme. Il est un peu à l'image de Rungis, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'y être. Voilà, c'est une plateforme éclatée qui pourra abriter tous nos produits locaux, même les distillés, parce qu'on a approvisionné aujourd'hui sur certains projets, sur certains produits par nos pays limitrophes, nos frères amis. Pourtant, on a une très bonne terre, on a ce qu'il faut, on a la volonté politique. Maintenant, on va tous travailler en synergie à l'effet d'accompagner, de booster la production. Voilà ce que je peux vous dire sur le projet PAFSA, qui a démarré hier, qui sera effectif à partir de lundi et qui va se tendre quand même sur 2 ans.
Sur 2 ans, sur 2 ans maximum. Et qui prend en compte toutes les 31 régions. Alors, c'est un projet colossal. Est-ce que les moyens sont disponibles? Parce qu'on voit souvent que c'est cela qui recale l'avancée de certains projets. On a des bailleurs de fonds qui nous font confiance, qui font confiance à la Côte d'Ivoire. Il appartient maintenant à nos autorités de nous accompagner dans cette dynamique. C'est vrai, les bailleurs de fonds viennent, mais que peuvent les pauvres agricultrices, que peuvent les femmes des fédérations si elles n'ont pas l'aval? Mais hier, on a vu le constat du ministre du Commerce qui était là. On a vu l'appui vraiment très, très représenté des membres du gouvernement, qu'on remercie au passage par votre canal. Mais surtout, il faudrait, puisqu'on tend vers les 100 milliards, qu'on appuie le projet. Le projet, il est national, il va avoir une étendue internationale et on ne va plus connaître ce genre de fléau, notamment la baisse de produits, la précarité des produits, la cherté du panier de la ménagère, etc. Parlant de 100 milliards, le chef du gouvernement a annoncé le déblocage d'une enveloppe donc, de 100 milliards de nos francs pour aider à la production agricole, pour ne plus que le pays connaisse la pénurie que nous vivons actuellement. Alors comment cela va se faire concrètement? Nous avons accueilli cette décision avec beaucoup de bruit, de brio et de joie. Nous saluons l'État de Côte d'Ivoire, nous saluons à sa tête le ministre M. Kablan Duncan. Et nous savons qu'avec ces 100 milliards que nous aurons, voilà des projets qui sont révolutionnaires. Des projets qui vont changer la physionomie de la culture. On parlera de mécanisation de l'agriculture, on parlera de labellisation. Et à terme, pourquoi pas, on veut être sur les bourses. Parce que sans être sur une bourse, on ne peut pas réguler les prix. Quand on parle de pâtes, on parle d'Italie. On dit Attiqué, c'est la Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on tende vers ça. Mais tout ce processus passe vers un accompagnement effectif de l'État dans nos projets. Parce que ce qu'il faut souligner, Madame Fofana, les femmes souffrent. Nous avons fait un peu le tour des hameaux, des terres, des villages. Les femmes qui produisent le vivrier souffrent. Elles ont des matériaux ou du matériel très précaire. Elles travaillent encore avec la daba. Que peuvent-elles avec la daba face à une terre aride? Rien. La production ne peut pas être maximisée. On voit le Burkina, qui est un pays ami, qui bénéficie du soutien appuyé de l'État dans sa production, ce qui donne un meilleur rendement. D'ailleurs, on a des tomates du Burkina. Pourtant, la Côte d'Ivoire a une terre fertile. Alors, on a l'occasion aujourd'hui, à travers ce projet, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, au-delà de ça, retenez aussi qu'il y a la main-d'œuvre. Parce que c'est les usines de transformation, c'est des plateformes, c'est des marchés de gros, c'est la modernisation du secteur du vivrier. On ne parlera plus, comme l'a dit la présidente Mme Mirielou, de sachets à terre. On tend vers l'émergence, il faut qu'il y ait des mécanismes nouveaux. Il faut qu'il y ait des attitudes nouvelles, mais surtout que la technologie appuie cette volonté des femmes du vivrier que je salue en passant. Vous parlez d'attitudes nouvelles, effectivement. Vous aviez dit tantôt aussi qu'il s'agissait de changement de mentalité, autant pour les producteurs que pour les consommateurs. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est prévu? On parle toujours du système d'irrigation goutte à goutte, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut saluer au passage, c'est qu'on a eu le temps de copier les autres. Il n'est pas mauvais de copier, mais il faut savoir copier. Bon sens, ouais. Voilà. Dans certains pays, ça marche. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Déjà, quand il pleut, chez toi, recueille un peu d'eau. Déjà, quand tu as un champ, il faut faire des puits pour recueillir l'eau. Autant parce qu'il ne peut pas pleuvoir tout le temps, ça serait anormal. Voyez un peu ce qui se passe en France. Alors aujourd'hui, il faudrait que nos mentalités changent, tant bien au niveau politique qu'au niveau, depuis nos cultivateurs, pour que les mentalités en elles-mêmes changent, qu'elles sachent que l'État fait ce qu'elle peut, mais elles-mêmes qui ont de la terre, qu'elles puissent penser à la rétention d'eau, qu'elles puissent penser au changement d'attitude concernant la conservation, etc. D'accord. Alors concrètement sur le terrain, quelle sera la toute première phase de ce projet-là afin que vraiment cette pénurie puisse prendre fin le plus tôt possible? La toute première phase, déjà par la grâce de Dieu, il pleut. Donc on va dire qu'on va souffler. Mais on n'attendra pas qu'il sèche avant de repenser à avoir de nouvelles attitudes, de nouvelles technologies. Nous attendons avec, comme l'a dit notre Premier ministre, quand il le dit, il le fait, parce que quand le président le dit, il le fait. Nous attendons ces fonds qui seront déployés parce qu'on tend vers une mécanisation. C'est important que ce soit appuyé. La volonté des femmes... Donc la première phase, ce sera la mécanisation. La mécanisation. Il faudrait qu'on ait des tracteurs qui travaillent la terre. Mais surtout, comme on a dit, en amont, il faudrait que les mentalités changent. C'est d'un. Il faudrait qu'on apprenne à épargner. Pas seulement à la banque, mais épargner l'eau qui nous vient du ciel, c'est un don.
il faut le capitaliser ensuite sur nos produits. Mais pour l'instant, il faut économiser cette eau en créant des rétentions d'eau. Et ensuite, le système d'irrigation, goutte à goutte, va prendre le relais. Ce qui est en bonne voie. Donc, c'est sur une note d'espoir que nous allons vous dire merci, Madame Yaba Grace, DGA de la Fédération des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Je rappelle aussi que vous conduisez le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Merci, Madame. Nous avons donc parlé des solutions pour mettre fin à la pénurie des denrées alimentaires sur les marchés ivoiriens. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de journée sur RTI 1.